Let's begin. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vous remercie et soyez le bienvenu à cette session plénière 3 de cette matinée intitulée « La matière première la plus ancienne qui nous amène vers le futur ». Alors, cette session est organisée par l'initiative du bois durable. Donc, cela, en fait, rassemble les efforts de la FAO et le Centre de recherche de bois durable, la Banque mondiale, le secrétariat de la Convention des espèces en danger, en collaboration avec la Facilité forestière et des fermes, et IFFEA, FSC, et également l'industrie des arbres brésiliens et ITO. Donc, je vous remercie de votre participation et de votre soutien. Et nous allons commencer avec un format plus intéressant aujourd'hui. Alors, je vais inviter Monsieur Vicente Guayar sur le podium. Donc, il est un architecte urbaniste et chercheur espagnol. Il pousse les limites sur les constructions basées du bois. Elle travaille actuellement sur une construction la plus élevée, la plus haute, basée sur le bois en Espagne. Merci. Imagine you were there for the very first rainstorm. What do you think you would have done? Imaginez que vous étiez là pour le tout premier orage. Que pensez-vous que vous aurez fait? Vous aurez couru vous mettre à l'abri, n'est-ce pas? Le truc, c'est qu'il n'y a pas une grand-chose que de courir à d'autres arbres. Les arbres étaient la toute première forme d'abri, en toit de feuilles et de branches sous lesquelles nous pouvions nous accouplir. Ensuite, nous y avons réfléchi un peu plus. Les arbres sont devenus des branches attachées ensemble pour nous protéger du soleil et de la pluie, nous fournissant un endroit et un toit de branches devenant une cabane en bois, une chute en bois, une maison en bois isolée protégée. De certaines manières, en cours de route, nous avons commencé à utiliser de moins en moins, perdant contact avec notre ressource naturelle d'origine. Nous avons commencé à construire davantage avec d'autres matériaux au nom de progrès de plus en plus grands. Et nous sommes allés de la brique et du mortier au gratte-ciel moyen atteignant les cieux. Tous ces progrès, mais à quel prix? Avec une population croissante et une liste croissante de défis, il est temps pour nous de regarder en arrière pour aller de l'avant vers une façon de construire qui soit bonne pour les gens et qui ne coûte pas à la planète avec la ressource renouvelable et durable. Une qui se développe tout seul, une qui stocke le carbone plutôt qu'elle en remet, et une qui peut créer des emplois et alimenter des avions que nous pouvons construire. Il est temps de développer la solution dont un avenir durable a besoin. Good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes descendus de l'arbre pour devenir énormes. Nos gènes sont toujours dans l'arbre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous entrons dans une forêt, nous nous sentons très à l'aise. L'arbre, c'est notre maison. Les forêts, c'est notre maison. Le Tuvīas a été le premier architecte du monde. Il était architecte à l'époque romaine. Et il a construit la première cabine qui ressemblait à cela, dont les arbres devenaient les piliers de la maison, dont les arbres étaient la maison.
Et j'ai toujours rêvé de devenir architecte. La première maison que j'ai construite, c'est avec cet arbre. Notre famille vivait ici, mais maintenant, elle n'existe plus. Mais à l'époque, c'était une maison de 4 étages. Et comme vous pouvez le voir, il y a un camping-car tout près. Et nous montions dans ce camping-car pour faire un tour en Europe. Nous avons eu l'occasion de visiter les grandes architectures des grandes civilisations qui utilisaient les briques, les pierres. Et nous avons également vu des cathédrales à l'époque de style gothique. Avec la révolution industrielle, nous avons eu l'acier et toutes les sociétés ainsi que toutes les civilisations ont toujours voulu construire à partir de nouveaux matériaux, l'acier, la pierre. Lorsque j'ai étudié l'architecture, j'ai appris l'architecture moderne de l'école Bauhaus. Et ici, vous avez le croquis qui a été dessiné par Le Corbusier, qui utilise un nouveau matériau qui est le béton. Et vous avez ici un dessin moderne qui permet de construire une structure moderne. Et ainsi, nous avons vu naître de grands immeubles. Vous pouvez voir ici une ville moderne. Dans les villes modernes, vous voyez des bâtiments qui ont une vue vers le sud. Ce sont des bâtiments qui se ressemblent tous. Et la ville est dessinée en fonction des grandes voies, des grandes routes pour les automobiles, et on sépare les routes pour les automobiles et les chemins piétons. En utilisant le béton, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons connu un boom de l'urbanisation et nous avons vu naître des grands tours de logements. Dans les années 60, dans les années 70, l'Asie a connu une grande vague d'urbanisation qui a touché la Chine également. Les automobiles sont devenues une partie de la vie moderne. Et c'est ainsi qu'apparaissent les autoroutes et le réseau routier. Ces routes mettent l'accent sur la vitesse, sur l'interconnectivité, en étendant notre horizon de vie. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui se développe de manière efficace. Et la question est de savoir comment nous allons bâtir les villes depuis les années 2000, depuis les années 1920. Avec le béton et avec l'utilisation des combustibles fossiles, nous voyons de fortes émissions de gaz de carbone. Je suis devenue architecte-chef dans la ville de Barcelone. Barcelone, c'est une ville connue pour ses belles architectures et c'est une ville piétonne. Mais après, c'était difficile d'imaginer que la ville serait autant polluée. Des jours où on ne pouvait plus respirer, tout comme les grandes villes internationales. Donc, c'est un peu l'ombre de la croissance économique. Avec la conception de la croissance économique, nous voyons les effets négatifs sur le monde. Dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, il y a eu des prévisions qui sont devenues une réalité. Dans le monde, nous voyons des incendies, la montée des niveaux de mer. Non, depuis le temps où nous avons commencé à déployer les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique,
nous nous débattons pour survivre. Devenir architecte-chef à Barcelone, cela signifie de grandes responsabilités parce que nous devons prévenir l'avenir dans les moments de crise. Et pour ce faire, nous devons regarder le passé. Nous devons comprendre l'histoire. Nous devons comprendre d'où nous venons pour avoir les forces de regarder vers l'avenir. Si nous n'avons pas un projet à long terme, dans ce cas-là, on ne répétera que ce qu'on a déjà fait. Parce que la vie dans laquelle nous vivons, c'est déjà une ville très agréable, très aisée. Donc, on a tendance à répéter ce que nous avons fait dans le passé. Mais nous devons maintenant modifier notre comportement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui le font. L'Union européenne s'est engagée à la neutralité carbone d'ici 2050. La Chine a également annoncé qu'elle allait atteindre la neutralité carbone jusqu'en 2050. Malgré cela, nous vivons toujours dans ce type de ville, une ville qui dégage le CO2, et nous avons des conteneurs qui arrivent des pays du monde entier. Nous avons des immeubles construits en béton. Nous fabriquons du plastique avec des matériaux pétrochimiques. Nous vivons dans ce genre de ville. Ce n'est pas une ville qui nous est arrivée du jour au lendemain. C'est une ville à laquelle nous nous sommes accordés. Mais ce progrès ne permettra pas ne permettra pas de réaliser la survie humaine. Nous avons besoin d'une nouvelle proposition pour l'avenir. Dans un sens, en 1920, nous avons eu une grande révolution et maintenant, je pense que nous avons besoin d'avoir une seconde révolution. La ville doit être comme une forêt, une ville qui absorbe le carbone, une ville qui produit des aliments, une ville qui produit le bois, une ville qui est entourée par le bois, parce que nous avons absolument besoin d'une proposition qui va modifier la situation actuelle pour pouvoir sauver la planète. Et nous devons considérer la planète comme une seule planète. La nature, les arbres ont évolué pendant des dizaines de milliers d'années. L'architecture, elle n'a duré que 10 000 ans. Et quand 10 000 ans après, peut-être que nous verrons des bâtiments volants. Nous allons avoir une nouvelle situation. Mais les arbres sont encore plus parfaits. Nous devons apprendre à partir de la nature pour pouvoir imaginer l'avenir. En 2020, dans Nature, nous avons vu un nouvel article qui a été écrit par Allen Norgowski et il mène ses recherches à l'école Bauhaus. Et avant l'industrialisation, avant l'urbanisation, donc on voit comment le carbone se déplaçait. Et après l'urbanisation, on utilise le charbon, le pétrole, et on a donc utilisé le carbone consommé. Et ensuite, avec l'arrivée des grands immeubles, il y a eu l'architecture urbaine. Et à partir de cela, nous pouvons prévoir ce que sera l'avenir. Nous devons utiliser des matériaux à base biologique et c'est ainsi que nous pourrons capter le carbone. En 2000, nous avons créé l'Institut de recherche de technologie de pointe à Catalogne. Et à l'époque, donc, nous avons commencé à utiliser pour la première fois les smartphones. À l'époque, il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de Facebook. Et on s'est posé la question à savoir quelle sera l'influence des technologies numériques sur l'architecture. Aujourd'hui, nous utilisons les big data, l'IA, et le numérique n'est plus devenu un phénomène nouveau. Aujourd'hui, ce qui est un phénomène nouveau, ce qui ouvre la nouvelle ère, ce sera la nature. Dans le centre-ville de Barcelone, nous avons
introduit un nouveau projet. Barcelone, c'est une ville connue comme ayant une haute densité démographique, mais au centre-ville, nous avons ce parc naturel. Aujourd'hui, le moment est venu de retourner dans les forêts, de réapprendre ce que nous avons oublié. Nous allons avec les élèves, les écoliers, pour apprendre à partir de la nature. Et c'est ainsi que nous pourrons créer de nouvelles architectures. L'exploitation forestière durable est le mot-clé de l'époque. Chaque année, nous produisons le bois. Nous utilisons des presseurs de petite taille pour en faire des panneaux de bois et ensuite nous montons un prototype architectural. Donc, nous utilisons le bois qui est produit à partir de cette forêt qui provient uniquement de cette forêt, et c'est ainsi que nous montons cette architecture. Dans New York Times, à l'époque de COVID-19, ils ont écrit un article sur cette architecture parce que à l'époque, lors de l'isolement, nous avons construit ce type d'architecture et nous avons estimé que ce serait notre avenir. Donc, lorsque nous regardons l'avenir, la plupart des architectes veulent construire des immeubles de grands bâtiments qui nous font exclamer comme des bâtiments de Guggenheim. Donc, ils tendent plus vers la forme architecturale, mais désormais, ce ne sera plus possible. L'architecture est un art qui englobe tout le processus. Il faut regarder la provenance des matériaux. Comment nous allons modifier ces matériaux pour créer de nouveaux bâtiments. Nous travaillons avec le Centre de recherche forestier de l'Europe pour bâtir une économie circulaire. En fait, en Chine, en Afrique, nous achetons le bois qui est transformé en Chine, ensuite qui est revendu en Europe. Mais dans l'avenir, nous avons besoin de créer une économie locale, une économie circulaire locale, utiliser le bois local pour pouvoir bâtir un immeuble dans cette région. Ainsi, cela pourra créer des revenus pour les habitants locaux. Ici, vous avez donc l'architecture qui utilise le bois CLT. Donc, vous voyez ici des panneaux de bois qui sont très simples et qui sont petits. Donc, vous pouvez utiliser ces petits bois pour construire une nouvelle architecture. Ce sera une nouvelle architecture de la nouvelle génération et ce sera un habitat social que vous pourrez construire. En 2020, Barcelone a pris une décision politique très importante. Dans l'appel d'offres, on a une majoration de 10 points lorsque le prix est bas, mais une majoration de 25 points lorsque c'est une architecture à bas carbone. Donc voilà, le bas carbone entre dans la prise de décision. Ce n'est pas juste une politique, cela va permettre de créer une nouvelle réglementation et de l'appliquer. À Barcelone, donc, nous avons eu cet appel d'offres et à partir de cet appel d'offres, nous allons donc construire un nouvel immeuble en bois. Voilà, vous avez beaucoup de terrasses et c'est justement un changement qui a été apporté par la COVID-19. En Norvège, déjà, on a le plus grand immeuble de 18 étages en Norvège. En ce qui concerne le Royaume-Uni, à l'université de Cambridge, actuellement, ils sont en cours de conception d'un gratte-ciel qui est fabriqué à partir du bois. Nous vivons une ère de l'innovation. Dans un sens, les architectes ont utilisé pour la première fois l'acier en 1850 et je pense que ce sera aujourd'hui encore un nouveau changement que nous allons observer parce que nous allons retourner vers le bois.
Mais le plus grand défi à relever, cela ne repose pas en Amérique du Nord ou en Europe, mais le plus grand défi à relever, ce sera pour les pays de l'Afrique. Dans le Sud, nous voyons l'accélération de l'urbanisme et dans moins de 30 ans, plus d'1 milliard d'Africains vont venir habiter dans les villes. Nous vivons une période de développement de l'urbanisation. Et la question à savoir, c'est comment nous allons réaliser l'urbanisme. Est-ce que nous allons avoir un urbanisme tel qu'il a été à l'époque de l'ère industrielle ou nous allons aller vers un nouvel avenir écologique? Dans beaucoup de villes africaines, vous avez ces grandes routes et on pourrait se dire que c'est l'urbanisation. Et vous pourrez voir ce genre d'immeubles. Donc, ce sont des immeubles qui utilisent les matériaux qui ont été produits localement. Par exemple, aux États-Unis ou en Europe, ils font en sorte que ce genre de matériaux puisse être utilisé en Afrique et nous aussi, nous menons des campagnes pour utiliser ces nouveaux matériaux alors qu'en Afrique, nous observons déjà ce genre de tendance. Lorsque je suis allée en Afrique, je lui ai proposé donc un nouveau modèle. J'ai dit que je voudrais construire un bâtiment avec des matériaux de l'Afrique. Et eux, ils m'ont dit, non, nous, on utilise le béton. Et moi, je leur ai dit, le béton, ce n'est pas un matériau tourné vers l'avenir. Nous devons penser à notre planète, nous devons réfléchir pour pouvoir changer. Et j'ai eu un excellent dialogue avec ces gens et nous avons décidé d'utiliser le bois local. Hier, le ministre camerounais nous a parlé de l'exploitation forestière durable. Et je suis allée au Cameroun et j'ai vu que c'était une exploitation remarquable. Ils utilisent le bois local et ce qui est important, c'est d'avoir une réflexion systématique. Je ne veux pas construire un bâtiment iconique. Je ne veux pas donner une solution. Mais je veux juste utiliser le bois qui provient de l'Afrique et en parlant avec des personnes qui sont de grands connaisseurs de l'Afrique, du bois africain. Ici, ce sont des bâtiments en modules et nous avons construit une école à partir de ces modules architecturaux. Et vous voyez déjà comment c'est construit. Et ce qui est important, c'est que dans cette école, on va enseigner les mathématiques, on va enseigner la langue. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des locaux pour l'apprentissage, pour la croissance. Les enfants, ils vont grandir en regardant des immeubles en bois et quand ils seront grands, peut-être qu'ils vont eux-mêmes bâtir des bâtiments en bois. Mais ce n'est pas juste une question des bâtiments. La plus grande question, c'est l'urbanisation. Donc, nous aimerions apporter une nouvelle proposition, intégrer des solutions diverses pour proposer une nouvelle solution. Et lorsque nous créons de nouvelles villes, c'est de pouvoir appliquer les règles de la nature dans ces villes. Ici, vous avez une ville dans la forêt. Ce n'est plus des villes en forme de quadrillage comme Barcelone ou New York. Ici, vous avez une ville qui ressemble à des branches des arbres. Et donc, nous nous adaptons à l'environnement, que ce soit les forêts, les rivières, et nous créons des villes qui s'harmonisent avec la nature. Ainsi, l'urbanisation peut devenir une forme de préservation forestière. Une ville qui connaît une bonne croissance, c'est une ville qui gère de manière durable ses forêts. Ici, donc, vous avez une usine
qui va produire, qui va transformer les bois qui seront utilisés par la ville. Donc, la première étape de l'urbanisation, cela va être la construction de l'immeuble qui va transformer le bois. Donc, nous devons coopérer ensemble et proposer une nouvelle ville aux pays en voie de développement. Cette ville pourra être définie comme suit. C'est une nouvelle forme d'habitat. C'est une ville qui sera autosuffisante en énergie. Ce n'est pas une ville qui va consommer le pétrole ou le charbon. Ce sera une ville qui va utiliser l'énergie solaire et ainsi, nous pourrons devenir une ville qui a de grands avantages et une ville qui sera tournée vers l'avenir. Au XXe siècle, nous avons eu de belles intentions, mais le résultat, c'était des villes catastrophiques. Maintenant, nous devons réfléchir à l'avenir et la ville d'avenir repose sur les forêts. Nous avons toujours détruit des civilisations. Et si les civilisations disparaissent, dans ce cas-là, on verra réapparaître les forêts. Là où il y avait la civilisation de Maya, lorsque cette civilisation disparaît, c'est la forêt qui va occuper cette place. S'il n'y a plus d'hommes dans un espace, après, ce sera les forêts qui vont prendre cette place. Et je pense que c'est le seul chemin, c'est de donner de la place aux forêts. Ce sera la seule voie pour préserver la biodiversité. Nous devons réfléchir de cette manière, nous devons coopérer ensemble pour pouvoir créer un meilleur avenir pour nous tous. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Vicente. Alors, j'aimerais bien inviter nos panélistes sur le podium. Thank you all. Do come up. Merci beaucoup. Very good. Thank you for... Merci beaucoup. Donc, on est bien organisé sur le podium. Donc, vous êtes assis dans l'ordre de votre intervention, je pense. C'est quasiment parfait. Alors, je vous présente nos panélistes magnifiques. Donc, nous avons Son Excellence Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de République du Congo. Nous avons Madame Cham Sakuru, qui est directrice exécutive de ITO. Et nous avons Edgardo Rosas Briales, qui est président du programme pour le soutien à la certification forestière internationale. Ensuite, nous avons Cindy Chang, directrice de Forest Stewardship Council de l'Asie-Pacifique. À sa gauche, nous avons Jane Moloney, qui est directrice exécutive de l'Association des manufacturiers de papier en Afrique du Sud. Ensuite, à sa gauche, nous avons José Pablo Unduraga, qui est manager de programme de bois de haute valeur au Chili. Et à sa gauche, nous avons Dr. Hyun Park, qui est président de l'Institut national de la science forestière de la République de Corée. Et à sa gauche, nous avons
Thais Minerals Juvenal, qui est chef de l'équipe de la chaîne d'approvisionnement en bois de la FAO. Et nous avons Robert Grace de l'Afrique du Sud. Donc, il est de Setchi Abel. Je veux remercier nos panélistes. Nous avons écouté une présentation liminaire concernant la contribution et que peut faire le bois pour la chaîne de valeur. Et les bois peuvent nous aider à atteindre notre objectif de neutralité carbone. Donc, le bois a été longuement pensé comme une ressource non durable, mais ce qui est faux, et ce qui a été représenté par les présentations. Donc, il faut vraiment changer de la mentalité et ces changements est toujours en cours. L'inclusion du bois dans nos chaînes de valeur va accélérer la transition vers la neutralité carbone parce que nous vivons dans une vague historique d'urbanisation. Il y a beaucoup de constructions qui sont en cours autour de cette urbanisation. Donc, selon UN Habitat, en 2020, 60% de la population mondiale sera urbanisée d'ici 2020 et le taux d'urbanisation sera plus élevé en Inde, au Nigeria et aussi en Chine. Alors, j'adresse la première question à Madame Motondo. Donc, vu cette urbanisation rapide, surtout en Afrique, et vu le potentiel énorme de bois au cours de ce processus de construction, qu'est-ce que la République du Congo fait pour préparer le moment et saisir les opportunités en matière d'industrie de bois? Merci pour l'occasion que vous me donnez encore une fois à cette instance de parler de mon pays. Je voudrais féliciter notre orateur qui a fait un exposé magnifique, qui a posé le problème de savoir quelles sont les sociétés de demain que nous voulons. Est-ce que nous voulons les mêmes sociétés sur le modèle européen, américain, les sociétés que nous avons fait évoluer? Est-ce que nous voulons faire évoluer nos sociétés en Afrique? Donc c'est la grande question parce que c'était ce modèle de développement qui était le modèle phare que tout le monde devait suivre. Parce que nous, on nous appelait aussi des pays sous-développés parce qu'on n'avait pas suivi ces modèles. Donc aujourd'hui, la question est celle-là. Est-ce que l'Africain, le Congolais, va avoir les moyens de sa politique pour changer de paradigme et adopter cette nouvelle architecture que notre collègue a proposée ici? Est-ce que l'Africain a les moyens, l'Africain, cet Africain qui vit dans la pauvreté, a les moyens d'adopter les matériaux locaux pour construire son avenir? C'est la grande question. Mais le Congo a pris la résolution d'interdire l'exportation des grumes. Et je l'ai dit hier, ce n'est pas seulement la République du Congo, mais également tous les pays d'Afrique centrale du bassin du Congo qui ont pris la résolution en 2023 d'arrêter l'exportation des grumes. Et notre collègue l'a dit, pour que la transformation plus poussée du bois se fasse sur le territoire national. Cette transformation doit se faire sur le territoire national. Ce que moi j'ai vécu dans mon pays, c'était que même les tables bancs pour les écoles étaient importées de l'étranger. Alors nous avons signé des conventions avec les sociétés forestières pour établir la production des tables bancs et les doter dans les établissements scolaires. Ça, c'était une action qui peut vous paraître une action anodine, mais je vous assure, vous avez vu certainement dans certains films ou documentaires, vous montrez comment les élèves africains étaient assis à même le sol. Donc c'était une résolution importante de dire que nous avons du bois dans notre pays, il faut valoriser du bois, il faut utiliser ce bois. Mais aujourd'hui, pourquoi ce bois n'est pas sur le marché africain?
C'est parce qu'effectivement, les sociétés, les capitaux qui viennent exploiter chez nous, ce sont des capitaux pour la plupart du temps, des capitaux étrangers qui sont liés à des marchés étrangers où ils vendent mieux qu'en Afrique. C'est pourquoi je vous parlais dès le départ de la capacité de l'Africain, de la capacité du Congolais à pouvoir se doter de ces moyens de construction avec les matériaux locaux, parce que tout simplement, parfois, sur le territoire national, ces matériels coûtent plus cher que n'importe quel autre matériel. Donc c'est ça la grande question que nous devons nous poser, c'est la possibilité du Congolais, de l'Africain, de se doter de ce matériel qui est sur place. Mais c'est toute la question du transfert de technologie dont nous parlons ici, parce que nous avons besoin que ces technologies restent sur nos territoires nationaux. Voilà un peu mon point de vue, mais je crois que la première démarche, c'est interdire l'exportation de grumes pour que ce matériau puisse être transformé, donc qui va nous apporter ce transfert de technologie et que ce marché local soit doté avec du bois. Mais le futur est dans la forêt. Vous avez vu dans la carte qu'il a présentée, le bassin du Congo, quand même, c'est la solution basée sur la nature avec 44% de séquestration du carbone forestier dans les bassins du Congo. Donc, c'est vraiment la solution basée sur la nature. Maintenant, il faut associer cette solution à la gestion durable des forêts et c'est ce que les pays du bassin du Congo font depuis plus de 20 ans. Merci. Thank you very much indeed, Minister. Merci beaucoup, Madame Matondo. Alors, le Congo et d'autres pays africains en centrale, vous avez des ressources, vous comprenez bien des opportunités, mais vous souhaitez également rajouter la valeur vous-même. Donc, vous voulez faire des transformations et des manufactures de ces produits vous-même. Donc, vous avez parlé de besoin de transfert de technologie, mais vous avez aussi besoin de marché, parce que pour pouvoir vendre des produits que vous allez produire. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ces Jeux olympiques de Paris pour utiliser les produits bois? Donc, je pense qu'il y a des controversées, mais ça peut être un avantage pour Brazzaville-Congo, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Pour ce qui est des Jeux olympiques de Paris, nous avons dit que ce n'était pas normal qu'on puisse faire un embargo sur les produits tropicaux, surtout du bassin du Congo. Comme nous l'avons démontré ici, les forêts du bassin du Congo sont gérées durablement. Nous avons appliqué l'aménagement forestier, nous avons du bois certifié dans notre pays et nous n'avons pas compris pourquoi les bois des pays tropicaux étaient comptabilisés dans cette sorte d'embargo que nous avons connu pour nos produits. Et donc nous avons été jusqu'à aller à Paris pour rencontrer la maire de Paris pour lui dire qu'on ne comprenait pas parce qu'il y avait certainement un quiproquo entre ce qu'ils voulaient et les bois tropicaux parce que nos bois n'étaient pas issus d'une exploitation illégale. Donc on ne comprenait pas vraiment. Et donc ils ont certainement compris, mais la décision était déjà prise. Nous pensons, nous sommes fiers de ce que nous faisons parce que réellement les forêts du bassin du Congo sont gérées durablement, aménagées avec du bois certifié. Je vous le dis, venez visiter nos pays, vous allez voir de quoi nous parlons. Parce que parfois, on parle des choses qui ne correspondent pas à la réalité de nos pays. Donc, il faut venir. Je vous invite à venir dans nos pays pour qu'ensemble, nous regardons comment se gère une forêt tropicale humide avec des principes d'aménagement forestier, avec des principes de certification, avec ces contraintes liées à cette exploitation durable qui fait que même les populations qui vivent autour de ces concessions forestières n'ont pas le droit d'utiliser les produits, mais sont obligés parfois de répondre à ce principe d'aménagement forestier. Thank you very much indeed, Minister. Shamsa. Merci beaucoup. Donc, Cham Chakru,
Donc, vous êtes en train de travailler sur la gestion durable des bois et la ministre vient de donner des exemples que, en fait, les pays de la région tropicale produisent de produits bien durables. Et je pense que j'aimerais bien poser la question, comment est-ce qu'on peut construire cette confiance qui est un peu brisée dans le monde entier? Alors, en fait, c'est un problème auquel fait face les industries de foresterie depuis 30 ans. Je pense qu'il y a un manque de confiance depuis longtemps. Et des fois, en fait, c'est difficile de comprendre d'où vient ce manque de confiance. Il faut plusieurs obstacles à relever pour prouver que leurs produits sont fiables. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que la meilleure méthode est de plaidoyer fortement et également mène des activités de communication très fortes basées sur le fait. Et comment le respect de la loi est fait. Et il faut y avoir un système de gouvernance sain, c'est-à-dire un système de gouvernance faisable. Il peut y avoir plusieurs systèmes de gouvernance, mais ces systèmes de gouvernance doivent être acceptés et consentis par tous et toutes. Je pense que c'est ça ce qui est l'essentiel. Il doit y avoir un changement total de la mentalité de certains marchés consommateurs et des groupes d'acteurs. Parce que la négativité constante est un grand obstacle actuellement. Comme Madame Matondo a dit, en fait, il y avait aussi le même problème lors des Jeux olympiques à Londres. Mais nous avons en fait travaillé ensemble avec le PFC et FSC, mais il paraît que les Jeux olympiques de Paris l'ignorent complètement et je ne comprends pas pourquoi. Alors, nous sommes en train d'aider nos États membres pour surmonter cet obstacle, mais le gouvernement français a dit que cet organisme est indépendant, etc. Mais je pense que ce n'est pas une réponse acceptable. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alors, pour donner un peu de contexte, sans ou avec l'accès brisé au marché, quel est le potentiel pour l'industrie durable de bois? Donc, oui, c'est la question pour moi, d'accord. Comme vous savez, le monde entier recouvre de la pandémie. Donc, ça a eu un grand impact sur le marché, en particulier en termes de chaînes d'approvisionnement brisées et divergentes de marché. Donc, il y avait beaucoup d'opérations qui ont été suspendues sur le terrain, mais selon des rapports internationaux, en fait, l'impact le moins élevé était sur le recueil. Donc, ce qui a été impacté fortement, c'est la chaîne de distribution ou les distributions. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, mais regardez ce qui se passe à Shanghai. Il y a des conteneurs qui sont accumulés au port, etc. Donc, je pense que on sait très bien que les routes de livraison occupées par la Chine contrôlent le commerce mondial. Alors, si quelque chose ne va pas bien en Chine, le reste du monde est affecté. Et le taux de livraison maritime ou le prix de livraison maritime est élevé a augmenté de 10 fois pendant la pandémie. Donc, il y a des industries qui sont fortement affectées par cette prise élevée. Donc, déjà, il faut résoudre ce problème et on sait très bien que les industries forestières est primordiale pour l'atténuation et la mitigation à l'atténuation du changement climatique, qui a été fortement souligné par le rapport GIEC. Donc, ces secteurs sont essentiels pour atteindre nos objectifs d'ici 2030 ou d'ici 2050. Il y a d'immenses opportunités. Et récemment, suivant la COP 26, nous avons entendu parler de il y a des
de financements qui vont venir de pays G8 et il y a beaucoup d'exposés qui sont faits pendant ce congrès qui font appel à des investissements dans des forêts tropicales. Donc, il faut rester au cœur de ces arguments, de ces discussions. Les forêts sont importantes, les plaidoyers c'est important, mais il doit y avoir des investissements critiques dans les forêts tropicales pour rendre l'industrie forestière viable, pour lutter contre pour atteindre 3 objectifs principaux, c'est-à-dire la protection sociale, environnementale, etc. Merci beaucoup. Merci, Madame le ministre, merci, Madame Sakuru. Alors maintenant, nous allons avoir d'autres vidéo concernant l'importance des forêts au développement durable. Wonderful. Eduardo, Oui, merci beaucoup. J'aimerais poser une question à Eduardo. Donc, au niveau politique, au niveau scientifique, je pense que vous avez beaucoup d'expérience. Actuellement, je sais que vous vous concentrez sur l'économie, la bioéconomie. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Nous avons différents matériaux qui sont des matériaux qui sont commercialisés, mais je pense qu'il y a des matériaux qui ne le sont pas. Alors, comment nous pourrons tirer pleinement profit de ces matériaux? Oui, je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos organisateurs. Je remercie également la FAO ainsi que le gouvernement coréen. Pour répondre à cette question, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Vincent. Pour faire face au changement climatique, il faut remplacer les matériaux qui sont utilisés à l'heure actuelle. Nous utilisons beaucoup d'acier, le ciment, mais ce sont des matériaux qui nécessitent de l'énergie pour les recycler. L'énergie est consommée pour les produire, mais également pour les recycler. Donc, il y a la présence du carbone dans tout le processus. Alors, pour atteindre notre objectif, il faut arrêter ce que nous faisions. Nous devons complètement modifier nos comportements. Et il y a un rapport FAO qui est très intéressant, qui a été publié en 2015 concernant les changements climatiques. Ils ont comparé les années 50 et les années 90 et dans cette comparaison, on voit que le nombre des êtres humains a augmenté, le PIB a augmenté de plus de 100%, mais la consommation du bois dans le monde n'a augmenté que de 6%, donc pendant 25 ans, on utilise de manière plus efficace le bois et il y a un plus grand recyclage du bois, que ce soit le papier ou que ce soit pour les autres produits, dont nous voyons qu'il y a une utilisation plus efficace de ces matériaux. Donc, les matériaux en bois, c'est un matériau qui est très stable et qui est durable. Et 75%, 500 millions de personnes vivent dans les villes et nous voyons qu'il y a, je pense qu'il y a eu
des progrès dans l'utilisation des produits en bois et en même temps, nous avons réussi à préserver nos forêts. Nous ne parlons pas juste du bois. Bien sûr, le bois est important, mais il y a également d'autres matériaux. Lorsque nous construisons de grands immeubles dans le sud, je pense que vous pouvez utiliser différents matériaux. Des produits forestiers pourront jouer un rôle important. Par exemple, le bambou a un cycle végétatif qui est très élevé, donc vous pouvez très bien utiliser. Il y a le caoutchouc, le rotin, le liège et le sparte. Pour réaliser la bioéconomie, il faut intégrer l'agriculture. Dans beaucoup de pays, si on insiste uniquement sur la forêt, ce sera difficile de sensibiliser le public. Il faudra intégrer l'agriculture dans la forêt et c'est ainsi que nous pourrons réaliser la bioéconomie. Il faut utiliser les biotechnologies de manière active et si nous avons ces trois piliers, dans ce cas-là, nous pourrons réaliser la bioéconomie. D'après la FAT, le béton et le bois ont le même indice de VAT et plus le prix est élevé, plus la valeur ajoutée est élevée. Dans ce cas-là, il y aura plus d'investissement dans l'exploitation forestière et cela pourra améliorer la qualité. Nous ne devons pas séparer l'économie de la nature. Nous ne pourrons pas procéder au développement économique sans considérer la nature, sinon cela va provoquer des incendies et d'autres catastrophes naturelles. Nous devons créer une économie circulaire. Donc, les essences produites localement peuvent ne pas être adaptées à l'exportation. Donc, nous devons produire et transformer sur le terrain. Par exemple, lorsque nous comparons avec l'industrie de pêche, il y a quelques espèces halieutiques qui ne sont consommées que par les habitants locaux. Et maintenant, nous devons aussi nous concentrer sur la synergie. Je vous remercie. Actuellement, dans le monde entier, comme vous le dites, nous réfléchissons beaucoup aux matériaux forestiers, la disponibilité de ces matériaux forestiers. Ensuite, j'aimerais inviter Madame Cindy Chiang qui travaille actuellement avec les producteurs. Alors, la question sera plus concrète concernant les petits exploitants de l'Asie. Est-ce qu'ils verront de nouvelles opportunités pour la neutralité carbone dans la chaîne de valeur? Est-ce qu'ils pourront participer? Je pense que je vais parler du secteur de construction. Pour le moment, le secteur de construction n'est pas une chaîne de valeur clé pour cette région, mais c'est quand même important parce que le développement économique est énorme dans cette partie de région et cela va aider à résoudre le problème climatique. Donc avec ceci, j'aimerais bien vous parler du marché de meubles ou la chaîne de valeur liée aux meubles. Je vous donne quelques statistiques. Nous avons plus de 50 000 chaînes à certification de chaînes et parmi ceux-ci, 24% de ces certificats se focalisent sur les meubles et 2-3 concernent des meubles intérieurs et un tiers meubles extérieurs. Et le secteur de meubles
est divisé en Europe et aussi l'Asie-Pacifique. Et l'Asie-Pacifique, en fait, représente 42% de cette part de marché. Et dans cette région, les producteurs principaux sont la Chine, le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie. Donc voici l'image globale de cette région. Alors nous allons détailler un peu sur ces producteurs. Vous savez très bien que la population autochtone et les petits producteurs souffrent d'obtenir les certificats pour leurs produits. Pouvez-vous en parler davantage et qu'est-ce que vous faites pour aider ces producteurs, petits producteurs? Alors, j'aimerais bien vous présenter une des solutions qu'on utilise. Donc, nous sommes en train de développer RFSS et il y aura en fait un exposé là-dessus dans le cadre de ce congrès. Donc, je vous explique un peu de ce programme. Nous identifions des petits producteurs en Asie du Sud-Est qui produisent beaucoup de bois. Mais comme vous avez dit, ils souffrent de problèmes parce que la superficie de leur site de production est moins de 3 hectares. Leurs opérations sont très simples et ils ont une capacité très basse. Et leur niveau d'apprentissage ou d'éducation est très bas aussi. Donc, il est très difficile pour eux de participer à l'ensemble de ce processus de certificat. Et ça coûte aussi. Donc, nous avons développé une version simplifiée, c'est-à-dire RFSS, et nous sommes en train de lancer ce programme cette année. Donc, je suis très heureuse de vous dire que la première partie sera lancée en Indonésie dans le mois prochain. Donc, ça a été approuvé et date en vigueur au mois de juillet. Et nous avons mené ce programme de pilote en 4 pays, en Indonésie, au Vietnam, en Inde et aussi en Thaïlande. Merci beaucoup, Cindy, pour votre intervention. Maintenant, nous allons regarder une petite vidéo sur la production durable des forêts et la consommation durable des forêts. Le bois aide à fournir des millions de personnels de l'eau potable propre et sûre, à cuisiner et à construire des abris. Mais le bois peut faire encore plus. Le bois peut construire des gratte-ciels et remplacer les plastiques. Avec les progrès de la science, le bois change notre façon de voir le monde. Comment nous nous habillons et comment nous nous déplaçons de manière plus respectueuse du climat. Grâce à la nanotechnologie, le bois peut nous aider à guérir et à trouver de nouveaux remèdes. Le bois nous emmène même dans l'espace. Lorsque les forêts sont gérées de manière durable, le bois est une ressource renouvelable. Choisissez du bois durable pour l'homme et la planète. Very good. So, ladies and gentlemen, trees are the source of over 5,000. Très bien. Donc, le bois est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Alors, la question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut maximiser ce potentiel de bois? Nous l'utilisons déjà, mais comment, en fait, maximiser l'usage de bois de manière durable pour atteindre la neutralité carbone? Donc, nous allons écouter un message vidéo de Dr Florian Gratchen, qui est manager général de Sion Forest Products, qui est une entreprise en Nouvelle-Zélande. Alors, il est connecté en ligne. Hello everybody. I'm sorry. Bonjour. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous, mais je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous parler de ces 3 questions cruciales.
Tout d'abord, l'utilisation de bois durable dans la construction. Pourquoi est-elle une étape cruciale pour la neutralité climatique? Deuxièmement, pourquoi le bois est-il à la fois la réponse aux défis du changement climatique, mais aussi la clé pour saisir l'opportunité de transition de notre génération vers une économie circulaire? Les arbres sont la source de plus de 5000 produits que nous utilisons chaque jour. Alors comment la science, la technologie et l'innovation vont-elles réaliser ce potentiel sans précédent? Pourquoi l'utilisation de bois durable dans la construction est-elle une étape cruciale vers la neutralité carbone? Les arbres et les forêts sont connus pour être l'une des solutions naturelles pour atténuer le changement climatique. L'utilisation du bois durable dans la construction permet d'étendre le stockage du carbone de la forêt aux bâtiments. Et pendant que ces bâtiments sont érigés et sont habités par les gens, les arbres replantés continueront le processus de séquestration du carbone dans les forêts. Construire avec du bois issu de sources durables peut être considéré comme une pompe à carbone et un système naturel de captage et de stockage du carbone. Les produits en bois ont généralement des émissions de gaz à effet de serre inférieures à d'autres matériaux dans le processus de fabrication, de transport et de construction. Les innovations dans la fabrication de produits en bois mènent à des produits en bois d'ingénierie plus performants qui peuvent remplacer les matériaux de construction non renouvelables. Et ainsi, les technologies de construction qui conduisent des bâtiments en bois vers des bâtiments qui sont beaucoup plus un ensemble de ces opportunités est le Centre d'innovation scientifique qui a reçu plusieurs prix, la Tuffala Melia, qui montre l'ingénierie du bois, les innovations et la neutralité carbone. Alors pourquoi le bois était à la fois la réponse aux défis de notre génération et aussi la clé pour offrir de nouvelles opportunités? Le changement climatique est un perturbateur mondial sur le plan économique, environnemental et social. La principale cause du changement climatique, c'est l'utilisation des matières premières fossiles et ceci ne peut être éliminé ceci doit être éliminé par des produits de la bioéconomie forestière. Dans le monde, environ 75 à 90% des émissions de CO2 proviennent du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Le problème central, c'est l'élimination progressive de ces produits à base de combustibles fossiles. Vous ne pouvez donc pas y parvenir sans utiliser des produits forestiers biosourcés. Les arbres ouvrent notre imagination. Les arbres contribuent à atténuer le changement climatique et stockent le carbone et fournissent des matériaux pour notre avenir. Il existe d'énormes opportunités pour les continents, pour les pays, pour les entreprises. Est-ce que nous allons être détruits ou est-ce que nous allons détruire? Le moment est venu de prendre une décision. Nous avons plusieurs opportunités et pour ce faire, il faut utiliser les produits issus d'arbres cultivés et fabriqués de manière durable. Les bioplastiques, la bioénergie ou les matériaux de construction pourront être utilisés. Bon, pour ce faire, nous devons aller d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et cette transition permettra de réduire les déchets, la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, mais permettra de réaliser aussi la croissance, la prospérité et de créer les emplois et d'assurer la résilience. Les arbres sont la source de nos 5000 produits que nous utilisons. Et la science et l'innovation technologique, comment peuvent-elles assurer ce potentiel? Aujourd'hui, nous devons sortir des produits à partir de pétrole et aller vers des produits à partir des arbres. Réduire l'utilisation des matières premières fossiles à l'échelle mondiale et les remplacer par ces produits biosourcés nécessite une innovation. Nous devons réaliser la bioéconomie circulaire pour réaliser la neutralité carbone. Ceci peut s'appliquer tant du côté matériel que du côté énergétique. Comme vous le savez, 55% des émissions peuvent être maîtrisées par la transition vers les énergies renouvelables. Les 45% restants des émissions de gaz à effet de serre pourront être éliminés par notre mode d'utilisation des produits. Donc, pour la bioéconomie circulaire, nous voyons apparaître de nouvelles opportunités. Ces opportunités existent de manière intersectorielle. Donc, nous devons mettre en place une coopération intersectorielle et mettre en place une économie circulaire afin d'augmenter la valeur des produits, mais aussi la valeur de nos ressources. La recherche scientifique et les innovations sont absolument nécessaires pour développer ces nouveaux matériaux, ces nouveaux produits et de nouvelles méthodes de fabrication ainsi que de nouveaux services.
Du point de vue des scientifiques, nous travaillons avec différents partenaires pour trouver ces opportunités et fournir des solutions adaptées au XXIe siècle. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Florian. Je vous remercie. Je vous remercie d'être avec nous en virtuel. Et en fait, ce que vous dites, c'est en quelque sorte le résumé de notre session. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut arrêter d'utiliser les produits à base des combustibles fossiles. Donc, dans notre chaîne de valeur, dans notre modèle économique, il faut réduire la proportion des combustibles fossiles et utiliser des produits naturels. Les produits en bois peuvent devenir de remarquables produits de remplacement. Comme je vous l'ai dit, si l'on fabrique quelque chose à partir du bois, cela signifie, c'est une voie pour piéger le carbone. Avec l'innovation technologique actuelle, nous avons beaucoup plus de possibilités pour pouvoir utiliser le bois dans l'architecture. Et nous pourrons bâtir des immeubles, des gratte-ciel à partir du bois. Mais est-ce que nous pourrons accélérer cette tendance? Est la question. Donc, j'aimerais inviter Jane Moloney, qui a travaillé longtemps dans l'industrie de bois, surtout concernant la pâte à papier en Afrique du Sud. Et quels sont les produits de bois que nous pourrons utiliser et quelle est la direction que ceci nous montre? Je vous remercie. Vous avez dit comment prévoir et moi je pense que l'avenir repose sur le bois. L'industrie de la pâte à papier et du papier, c'est une industrie historique qui dure depuis longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché est prêt. Et je pense que la situation est favorable. Lorsque nous pensons à la pâte à papier, il faut d'abord penser aux arbres. Nous avons un magnifique arbre et ensuite nous avons des copeaux de bois. Et ensuite, il y a la pâte à papier. Et nous avons une liqueur noire qui est produite à partir de ce lait, mais qui peut être utilisé comme une énergie. Et utiliser la liqueur noire permet de réduire de 40% la consommation des combustibles fossiles. Donc, à partir de cela est produit la cellulose et d'autres biomasses. Mais retournons au papier et à la pâte à papier. Il y a une pâte à papier qui peut être fondue. On peut utiliser des fibres et des fibres de viscose à partir de cela. Donc, nous pouvons créer une mode durable. Des vêtements qui sont jolis, qui sont formidables, pourront être créés à partir de cela. Des vêtements qui peuvent être portés par des jeunes filles, par de beaux garçons. Des vêtements qui sont produits à partir de l'arbre. C'est formidable, n'est-ce pas? Donc, moi, je suis une ambassadrice des produits à base de bois. Oui. Donc, voilà, vous avez montré un point de vue qui est très créatif, dont je vous en remercie. L'avenir que nous imaginons, c'est l'avenir, c'est un monde où on utilise le bois. Mais quand est-ce qu'on pourra se vêtir de bois? On porte déjà ce genre de vêtements. Je suis arrivée dans ce monde dans les années 90 et le milieu était très conservateur. Mais aujourd'hui, c'est devenu un milieu qui est très innovateur. Par exemple, en ce qui concerne le xylitol, donc ça existe dans le chewing-gum et c'est un substitut de sucre. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'aimerais, quand je regarde les mots-clés que j'ai préparés, donc le xylitol est très intéressant parce que quand vous utilisez le chewing-gum
où vous utilisez la dentifrice qui contient du xylitol, en fait, vous verrez que cela vient de l'arbre. Au niveau hygiénique, l'arbre offre une solution très intéressante. Avec la COVID-19, nous avons vu à quel point le papier était important. En Afrique du Sud, le stockage et le piégeage du carbone est inclus dans l'équation de la taxe de carbone. Et je pense que c'est une approche très progressiste. Le stockage du carbone, c'est possible même dans le bois qui a été coupé. 60% des arbres sont plantés et sont exploités pour la pâte à papier. Donc je pense que nous sommes prêts. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de la base, parce que nous avons parlé de la science, de l'industrie, de l'économie. Nous avons englobé l'ensemble des facettes, mais je pense que les producteurs aussi sont importants, surtout les petits exploitants. Nous allons voir maintenant la prochaine vidéo. Nous devons tous notre vie aux arbres. Nous devons apprendre tout ce que la nature nous enseigne, ne pas aller contre la nature, mais comprendre ses règles. Il faut construire autrement de manière parasismique avec du bois, avec des structures élastiques qui ne s'effondrent pas. Cela ne durera pas en quelques secondes. Tous les sacrifices consentis au cours d'une vie. Et c'est important pour nous. Notre idée se développe donc autour du bois, mais ce doit être du bois durable et une chaîne d'approvisionnement durable. Cela commence par du bois certifié qui vient de la forêt et nous est apporté grâce à une chaîne d'approvisionnement constamment surveillée. Les actions que nous faisons maintenant, dont nous profiterons tous à l'avenir, car il sert à aider cette communauté à renaître. God, don't you just love drones? Alors, ces vidéos sont vraiment contagieuses, c'est vraiment magnifique. Alors, José Pablo, vous venez du Chili, qui a une industrie forestière énorme. Selon FAO, votre industrie représente 2700 emplois et plus de 5 millions de dollars contribuant au PIB national du Chili. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de contexte? Alors, le Chili, est-ce que ça a incorporé la construction basée sur le bois? Alors, il m'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je vous remercie de votre invitation. Et le Chili incorpore la construction de bois et il y a des efforts du gouvernement, c'est-à-dire entre 2015 et 2020, le gouvernement chilien a essayé d'améliorer la gouvernance entre le secteur public et privé pour mettre en place un système de gouvernance pour aider aussi les conditions ou l'environnement de petits producteurs. Et dans cette manière, on peut faire un pas avancé et effectuer des changements. Alors qu'il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, on peut mettre en place une feuille de route et également avoir des bois structurés. Et entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, nous avons un modèle de succès, mais dans les 10 années à venir, il faut également promouvoir le partenariat entre les deux parties. Et aussi, il y a un partenariat fort entre le secteur privé, public et académique. Et nous promouvons les travaux de référence venant du secteur public, dans le logement, crèches, écoles, etc.
Donc, le secteur privé, en particulier le secteur de construction, aura des possibilités à participer au projet public. On peut également promouvoir les relations interministérielles, c'est-à-dire entre les agences ou les ministres de la santé, de construction, etc. Donc, voici quelques étapes prises par le Chili pour préparer les étapes suivantes. Alors, les étapes suivantes, c'est d'inviter le secteur construction dans ce monde durable. Et nous avons des possibilités, beaucoup de possibilités à saisir dans les étapes prochaines. Alors, je vous pose une autre question. Le Chili, naturellement, dispose d'un projet d'élargir cette industrie forestière en bois déjà mûr. Et avec ceci, il y a beaucoup de tensions et conflits et des compromis qui peuvent apparaître. Donc, compromis entre l'agriculture et la foresterie. Vous souhaitez également avoir une échelle pour développer l'industrie, mais si on poursuit l'échelle, ça peut aussi avoir un impact sur le petit producteur pour saisir les opportunités. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous gérez ces conflits et tensions? C'est une très bonne question parce que la possibilité d'engager des agriculteurs et de petits producteurs forestiers, c'est pas facile parce que nous avons une surface limitée. Donc, il faut déjà commencer par le processus de légifération. Et c'est pour ça le Sénat du Chili et le comité scientifique national ont préparé une stratégie. Comment est-ce qu'on peut diriger l'économie chilienne basée sur le bois? Donc, on peut penser au secteur de construction de meubles, fibres, énergie. Donc, tous ces secteurs peuvent en profiter. Et maintenant, nous avons un projet de loi, une proposition pour équilibrer le stockage, la séquestration et la substitution de carbone. Donc, ceci est possible si nous essayons de trouver un équilibre entre la production, les forêts pour la production et les forêts pour la consommation. Donc, à ce stade, on est prêt. Donc, nous sommes en train de développer une feuille de route et je pense que 90% de notre industrie se base sur les plantations de pins, etc. Mais c'est 15% qui... Et il faut inclure cet 1%. Et 1 million d'hectares de ces forêts naturelles sont tenus par de petits producteurs, petits forestiers. Donc, voilà, là, on peut aussi trouver des opportunités. Donc, pour trouver cet équilibre, on peut, par exemple, maintenant, le niveau d'utilisation des bois dans le secteur construction, c'est 20%. Par exemple, aujourd'hui, on peut augmenter ces taux à 40% et 60% des... Nous avons en fait, nous avons 60% des émissions de gaz de CO2 qui compensent. Donc, il nous reste 40% de CO2 à réduire davantage dans l'avenir. On a parlé du gouvernement, de l'industrie, des producteurs, des exploitants. On a parlé de l'aspect économique, de l'aspect industriel. Donc, nous allons voir le côté consommateur. À travers le dialogue, nous avons compris que le bois qui a été produit de manière durable va être bénéfique pour la neutralité carbone. Et j'aimerais savoir si les
consommateurs coréens comprennent ce potentiel. Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à ce panel excellent. Si je vous apporte une réponse simple, je vous dirais que ce n'est pas le cas. En fait, nous avons passé beaucoup de temps pour l'exploitation durable des forêts et pour la consommation des produits en bois. Et j'ai beaucoup expliqué sur ces points, surtout l'année dernière. Et en ce qui concerne la Corée, le pays est reconnu comme un pays qui a réussi au reboisement. Et les Coréens ont vécu l'expérience de voir les forêts, les montagnes dénudées en des montagnes reboisées. Et donc, l'exploitation des forêts est considérée comme une déforestation par les Coréens. Nous avons planté énormément d'arbres parce que il y avait un slogan qui disait « Si vous avez de l'affection pour le pays, plantez les arbres ». Alors, planter les arbres, c'était perçu comme un acte patriotique et couper les arbres, c'est conçu comme un acte qui va à l'encontre de ce patriotisme. Donc, c'est la perception des Coréens. Les gens aiment les produits en bois, mais n'aiment pas l'exploitation forestière et sont contre la coupe du bois coréen. Et donc, nous importons énormément de bois. Et le service forestier coréen a été fondé il y a 70 ans. Et moi, actuellement, je travaille au sein de l'Institut national des sciences de la forêt et j'étudie les terres. Lorsque nous regardons les essences coréennes, ce sont des essences qui ne peuvent pas durer plus de 100 ans, plus de 200 ans, si le terrain n'est pas fertile et parce que le terrain n'est pas fertile et à cause des conditions climatiques. Donc, lorsque l'arbre dépasse 50 ans, il a du mal à l'arbre a du mal à grandir et a du mal à absorber le carbone, ce qui fait que la contribution à l'atténuation des changements climatiques est très faible. Donc, nous devons remplacer ces arbres par de nouveaux arbres. Mais dans la situation actuelle, c'est pratiquement impossible. Florian l'a dit. Et moi, j'essaie d'expliquer aux gens ce qu'il a dit, mais il y a un véritable écart de perception entre les gestionnaires forestiers et le public. Il y a 6 ou 7 ans, j'avais proposé d'organiser le congrès forestier mondial parce que ce genre de congrès permettra au public coréen de comprendre ce concept de la gestion durable des forêts et de l'utilisation des produits forestiers. Oui, merci beaucoup. J'aimerais vous poser une seconde question. Hier, comme vous le savez tous, lors du forum ministériel sur l'utilisation du bois durable, nous avons discuté beaucoup du bois durable. Et d'après vous, pour généraliser les produits en bois, quel genre de modification il doit y avoir dans la réglementation? Oui, pour l'utilisation durable du bois, va permettre de repousser le rejet du carbone par les arbres. Donc, les immeubles en bois, c'est un exemple magnifique, comme vous l'avez vu dans la vidéo. En fait, les bâtiments en bois traditionnels en Corée, c'était des bâtiments en bois. Et dans le passé, les maisons étaient construites à partir du bois. Mais aujourd'hui, peu de gens ont vécu dans des maisons en bois et ne comprennent pas
les avantages des architectures en bois. On dit qu'il faut préserver la forêt et les gens pensent qu'il ne faut pas utiliser les produits à base de bois. Donc, je pense qu'il faudra faire en sorte que les Coréens puissent avoir une expérience plus variée, avoir des architectures en bois et pouvoir faire l'expérience de ces architectures en bois. Actuellement, il n'y a environ que 10 000 cas de construction de bâtiments en bois. Donc, nous avons besoin d'élaborer des politiques qui vont promouvoir la construction des bâtiments en bois. Et pour les immeubles publics, nous faisons en sorte de promouvoir l'utilisation du bois et le gouvernement coréen devra faire en sorte que les Coréens puissent faire l'expérience de ces immeubles en bois. Donc, il y a des projets urbains qui sont mis en place. Le bois peut être utilisé de manière variée. Par exemple, pour les assiettes, pour les verres ou pour les meubles dont nous sommes en train de faire la promotion. Vous voyez ici ma montre. La montre, elle est faite en bois. Et je porte toujours cette montre pour montrer aux gens. Et lorsque je suis allée à l'Assemblée nationale, j'avais offert comme cadeau aux députés cette montre en bois. Donc, utilisez le bois coréen. Oui, merci beaucoup, Monsieur Park. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste, mais j'aimerais bien recevoir quelques questions ou commentaires, peut-être une ou deux questions. Et pouvez-vous passer le micro à l'audience? Thank you. My name is Luciana. Je suis Luciana Varcus, je suis architecte du Brésil. J'ai une question, parce que je travaille dans cette industrie. On parle beaucoup du bois comme un produit, mais la plupart du temps, on oublie le fait que les humains qui travaillent derrière cette industrie de bois. Il y a des risques accrus vis-à-vis de main-d'œuvre, de personnel qui travaillent dans l'industrie. Donc, on parle je parle des forêts naturelles, mais aussi des plantations. Dans la plantation, il y a des requis, des conditions plus strictes au niveau du travail, des opérations. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les partenaires font en termes de soutien social et comment est-ce que les partenaires prennent en compte des aspects sociaux. Il y a beaucoup de controversées en ce qui concerne l'eau et également le déplacement des communautés, etc. Et aussi, il y a des travail forcés, parce que je pense qu'il faut inclure des aspects sociaux de plus en plus lorsqu'on parle ou discute le bois. Alors, merci de votre question. Cindy Cheng, souhaitez-vous y répondre un peu? Je pense que d'un point de vue de FSC, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de défis et des enjeux ou de questions auxquels les gens cherchent des solutions. Et nous travaillons ensemble avec nos acteurs concernés pour résoudre cette situation. Donc, sur cet aspect environnemental et aussi sociaux. Et avec le secteur économique, c'est-à-dire le secteur privé, où sont des entreprises. Donc, nous travaillons avec tous les acteurs concernés dans la communauté pour identifier ces enjeux et apporter des solutions. Je pense qu'une approche collaborative et trouver un équilibre dans tous les aspects est primordial pour inclure des différents points de vue des gens. Alors, je pense que
Donc, il faut respecter le temps. Donc, je vais passer au suivant ou à la partie suivante de ce programme. Donc, nous avons bien compris les opportunités technologiques de points. C'est-à-dire que les technologies peuvent être très utiles pour exploiter le bois, mais aussi les technologies peuvent nous aider à accélérer la transition vers net zéro. Mais nous avons des experts ici présents, nous avons des experts parmi l'audience. Et comme Monsieur ou Dr Park a dit, il y a vraiment peu de sensibilisation vis-à-vis du bois, non seulement auprès du public général, mais aussi des décideurs politiques. Donc, il faut faire des efforts pour diffuser le message au monde que le bois, il y a des possibilités durables de bois, non seulement pour l'exploitation, mais aussi pour être utilisé comme outil d'atteindre des objectifs climatiques. Alors, dans la prochaine intervention sera de la FAO. Donc, il y a une campagne mondiale qui a été proposée par la FAO pour diffuser le message dont je vous ai parlé. Donc, il y a Thais qui est avec nous. Je vous remercie. Je remercie également les panélistes qui sont avec moi et vos interventions m'ont beaucoup inspiré. Et nous ne devons pas oublier que les forêts sont composées de plusieurs éléments. Il y a les arbres, il y a les animaux, il y a la biodiversité, il y a aussi les hommes. Donc, lorsque nous parlons des arbres, cela ne veut pas dire que nous allons détruire les forêts, que nous allons éliminer les forêts. Nous devons considérer dans l'ensemble les forêts pour préserver la biodiversité. Et c'est dans ce contexte que nous allons utiliser le bois. Donc, avec les partenariats pour le bois durable, nous avons mené des débats. À travers la communication et à travers le networking, nous avons discuté et nous avons vu qu'il y avait d'énormes possibilités pour l'arbre et il y a aussi des possibilités technologiques. Le bois est un matériau qui est renouvelable, qui peut être réutilisé. Cela peut être utilisé dans plusieurs produits. Mais en même temps, nous avons toujours ces préjugés que nous devons surmonter. Comme l'a été dit par d'autres intervenants, la production durable du bois et la consommation durable du bois sont importants pour permettre la gestion forestière durable, pour permettre de préserver l'écosystème dans les forêts. Mais si nous n'arrivons pas à réaliser l'utilisation durable, nous allons détruire les bois. Nous avons vu dans la présentation de V7 que nous étions à l'aube de la révolution. Et vous avez, Monsieur Park, vous avez parlé également d'une nouvelle prise de conscience. Donc, la communication. Et nous travaillons au sein de la FAO, nous travaillons également avec le partenariat, avec la communication et le network pour réfléchir à ce que nous pouvons faire. Donc, nous avons décidé que nous devions élaborer une campagne pour sensibiliser le public et de passer à l'action. Bien sûr, sensibiliser est possible, donner des informations, c'est possible, mais il ne faut pas nous arrêter à cela, il faut passer à l'action. Et il faut donner des informations nécessaires qui pourront pousser les gens à passer à l'action. Il ne faut juste pas sensibiliser les personnes, il faut utiliser l'opportunité pour agir. Donc, nous voulons proposer quelque chose de plus concret. Nous aimerions proposer une campagne médiatique. C'est une campagne qui pourra rassembler plus de gens. Donc, il faudra
mettre l'arbre dans intégrer l'arbre dans les mainstream, et vous devez participer tous, que ce soit le gouvernement, les OSS, les organisations de société civile. Tout peut participer à cette campagne. Si nous nous réunissons autour de ce thème, je pense que nous pourrons créer une dynamique. On pourra utiliser le bois dans les architectures, mais nous pourrons mettre en place une réforme. Par exemple, quand il y a un progrès technologique, souvent le progrès technologique peut avoir un impact sur une partie de la société ou sur une partie de la région. Mais si le progrès veut avoir de l'efficacité, il faut avoir un impact dans l'ensemble. Je pense que nous devons avoir cet impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons lancer une campagne mondiale. Donc, nous voulons stimuler les changements dans plusieurs domaines. Nous avons parlé du bois durable. Nous avons dit que la coopération des pays en voie de développement était nécessaire. Donc, voilà, élever la solution, je pense que c'est une bonne solution. Oui, comme l'a dit Robert, je pense qu'un message simple et clair est important. Il faut transmettre un message unique, le répéter, l'utiliser, quel que soit le contexte. Et ainsi, nous pourrons créer une révolution. La révolution sera le départ. Et si vous voulez toucher tous les coins du monde, et si à travers cette révolution, vous voulez dégager des résultats concrets, dans ce cas-là, il faut agir immédiatement et nous devons accélérer notre action. Donc la proposition que nous vous faisons, c'est, quelles que soient les parties prenantes, donc travaillez avec eux et lancez-vous. Retournez sur le terrain, lorsque vous retournerez au bureau, veuillez transmettre ce message. Robert, I thought you did a terrific job, especially after Grow the Solution. Oui, je pense que cela a été une présentation remarquable. Donc voilà, vous avez été dans l'avion pendant 40 heures pour venir jusqu'ici et je pense que c'était un moment significatif. Et j'aimerais voir maintenant la réaction de nos panélistes. Il y a eu des propositions et des agendas intéressants. Madame Atondo. 네, 감사합니다. 살림의 역할, 목재 역할에 대해서 저는 너무나 On peut tout faire avec le bois et le bois c'est une ressource renouvelable. Nous avons les plantations avec lesquelles nous pouvons créer tout type de matériaux et je crois que nous pouvons compter sur nos forêts et sur le bois pour accompagner nos économies, surtout dans les pays qui sont les nôtres. La valorisation des ressources locales sont importantes pour construire aujourd'hui des modèles de solutions qui soient adaptés à la durabilité, qui soient adaptés donc aux principes de développement durable dans nos sociétés. Moi, je crois beaucoup à la forêt, je crois beaucoup au bois. Merci. Grow the Solution, then, Minister. Grow the Solution. C'était le message. Alors, qui souhaite dire quelques mots? Eduardo? Alors, concernant, en fait, le commentaire concernant cette présentation qui a été faite, je pense que l'idée est très bonne. Et le défi actuellement est de pouvoir sortir du carbone noir. Là, il faut comprendre la logique de carbone vert. Donc, lorsqu'on sort de ces salles, il faut pouvoir expliquer bien. Ce n'est pas une antithèse entre le carbone blanc et le carbone vert. Donc, en fait, on est en train de essayer de contraster les deux choses. Donc, il faut comprendre la logique que l'humanité, il faut passer le message que nous devons maîtriser les technologies pour avoir un cycle vert permanent et tout est concerné par le processus vert.
Alors, Jeanne, campaigns. What did you think of that proposal? Je pense que vous connaissez déjà cette campagne. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est très bien et le message est très clair. C'est très inspirant et c'est exhaustif. Et en même temps, il y a de la sincérité parce que nous sommes en train de cultiver la solution. Et si nous pouvons bâtir des grands immeubles à partir de bois, nous pourrons construire des bâtiments qui respirent. Nous plantons des arbres et lorsque les arbres grandissent, cela va devenir une partie de notre solution et le message est parfait. Proposal that we've donc ça a été vraiment impressionnant et je dirais que nous avons développé quelques connaissances, compétences dans le domaine scientifique, naturel et dans les sciences d'ingénierie. Lorsque je vois la campagne, je me suis rendu compte que nous avons besoin d'introduire d'autres concepts et d'autres perspectives de d'autres filières. Donc, il faut investir plus sur les sciences, dans les sciences sociales. Il faut trouver une bonne logique pour convaincre le public général. Donc, une bonne présentation, merci. Alors, j'aime bien la proposition, j'aime bien la positivité de cette proposition. Je pense que c'était Eduardo qui avait dit que le consommateur tourne le dos. Lorsqu'on dit oui, tout est dangereux, nous allons brûler la planète et ça va faire nuire à leurs enfants. Mais je pense qu'il faut vraiment, on a vraiment l'habitude. Parce que moi, je pensais que la forêt, qui est sacrée, ne doit pas être exploitée. Et lorsque j'ai grandi en Amazonie, en fait, l'incendie a fait les nouvelles dans les journaux, etc. Donc, il fallait vraiment protéger les forêts. Mais j'ai également un grand respect aux produits forestiers. Je pense qu'il y a plus de respect versé aux produits plastiques qu'aux produits en bois. Et je pense qu'il faut construire ces cultures. Donc, il s'agit des produits précieux, mais ils sont également très fonctionnels et pratiques. C'est ça le message qu'il faut passer. Et je pense que ces produits ont des sens durables. J'espère qu'ils auront aussi de valeur économique aussi. Donc, je vous remercie tous nos panélistes de votre participation. Nous allons clôturer la séance. Merci, ministre Matondo, Sam, Eduardo, Cindy, José Pablo, Dr. Park, Jeanne, et Tai et Robert. Donc, je vous remercie de vos interventions, de vos éclaircissements. Merci beaucoup.